Quand j'ai été nommée ministre de la Sécurité publique par le premier ministre en 2018, premièrement, c'est un grand privilège. J'étais très heureuse parce que ça faisait déjà au moins 12 ans que j'étais dans le giron de la sécurité publique. Puis la sécurité publique, c'est tellement fondamental dans la société. Tu sais, c'est pas le ministère dont on parle le plus, mais c'est un des ministères les plus fondamentaux parce que si t'as pas la sécurité, si t'as pas la paix d'esprit des gens qui ont l'impression de pouvoir vivre une vie normale, paisible, d'élever leurs enfants, travailler, avoir une vie et tout ça, ben le reste prend un petit peu le bord, tu sais. Fait que c'est un très beau ministère. Puis c'est des équipes formidables, tu sais. Moi, dans mon ministère, j'adore les gens qui travaillent dans mon ministère, tant aux affaires policières qu'en sécurité civile, qui est dans le milieu correctionnel, qui est un milieu méconnu, dont on parle pas souvent. Les établissements de détention, les prisons, c'est pas un sujet qui fascine les gens pour des raisons évidentes, mais c'est quand même quelque chose qui est important, qui accapare une bonne part des ressources humaines du ministère de la Sécurité publique. Des gens qui font un très beau travail. Ce qu'on fait avec les bracelets anti-rapprochement en ce moment, c'est mes équipes correctionnelles qui sont en train de l'implanter. Donc, ils font pas juste surveiller des prisonniers. Là, ils font beaucoup de choses très intéressantes puis constructives pour la société. C'est un ministère aussi dont on entend parler surtout quand ça va mal. Mais quand ça va bien, on n'en entend pas parler. Fait que c'est un peu paradoxal comparé à d'autres ministères. C'est-à-dire que moins on parle de nous, d'une certaine façon, mieux c'est parce qu'on n'a pas de problème. On réalise pas toujours l'importance puis la difficulté du travail policier, je trouve, en particulier de nos jours. Bien, de nos jours depuis les dernières années, là, à mesure que la société évolue. Donc, plein de choses changent en même temps, les phénomènes de criminalité, certaines problématiques sociales qu'on connaît, l'itinérance, la santé mentale, la violence faite aux femmes, la violence faite envers les enfants, la maltraitance envers les aînés. Bref, il y a plein de problématiques qui se complexifient de plus en plus puis qui prennent de plus en plus de place. Je pense à la santé mentale. Et qui est au front de toutes ces problématiques-là qui sont pas nécessairement des problèmes de sécurité publique, mais qui en deviennent parce que on n'a pas agi en amont, ou on n'a pas agi en santé publique, ou on n'a pas agi autrement en prévention, ça devient le problème des policiers. Nos policiers, maintenant, là, c'est des gens qui, à l'origine, ont une formation qu'on appelle la formation initiale en patrouille et gendarmerie. Des gens qui sont formés pour, tu sais, garder l'ordre, puis s'assurer que, bon, il n'y a pas de violence et tout ça. Mais maintenant, c'est rendu à la fois des travailleurs sociaux, des travailleurs de rue, des patrouilleurs, des gestionnaires de crise. C'est rendu une foule de choses, des gens qui font aussi la circulation, qui doivent, bon, faire plein de choses qui sont difficiles, qui sont complexes et qui sont risquées, qui les exposent souvent à se faire critiquer, qui les exposent à être pris dans des interventions policières qui peuvent devenir corsées, qui peuvent donner lieu parfois à des blessures, parfois à des décès, et qui sont toujours sous l'œil du public. Maintenant, avec les caméras, avec les cellulaires et tout ça, tout le monde, finalement, devient un peu le critique ou le commentateur des interventions policières. Alors, je trouve que des fois, on a la critique facile, ou disons la critique spontanée envers le travail des policiers, qui est vraiment difficile, parce que quand tu es policier, contrairement à bien des gens, tu sais, nous, on a des fonctions en politique, tu sais jamais non plus de quoi ta journée va être faite exactement, mais tu as une petite idée. Mais quand tu es policier, c'est pas le cas. Fait que tu arrives le matin, tu penses aller faire ta petite ronde de patrouille, mais ça se peut que tu tombes sur un appel de violence conjugale où il y a un homme qui est sur le point de tuer sa femme. Ça se peut que tu arrives sur une scène de suicide où il faut que tu décroches une personne qui est pendue. Ça se peut qu'il faut que tu ailles désincarcérer une personne morte dans un accident de voiture. C'est des choses qui sont traumatisantes pour le commun des mortels que nos policiers doivent affronter tous les jours ou presque tous les jours. Dans une année, il y a une situation qui survient quelque part. Alors, il y en a un certain nombre qui font mal leur travail, comme dans n'importe quelle profession, mais je trouve qu'on est très critique et que le poids qu'on met sur eux pourrait finir par nous désavantager, parce qu'à un moment donné, il y a tout le phénomène du désengagement policier aussi, qui peut devenir inquiétant, parce qu'à un moment donné, les policiers se disent, ben là, si je peux me faire toujours critiquer, ça me donne quoi de chercher à faire mon travail? Fait que c'est ça qu'il faut, on n'a pas ce problème-là encore vraiment grave au Québec, et il faut l'éviter, puis la meilleure façon d'éviter ça, c'est de soutenir nos policiers. Il faut soutenir nos policiers, il faut appuyer nos policiers, et il faut réaliser que si on a la chance de vivre dans une des sociétés les plus sécuritaires en Amérique du Nord, puis probablement dans le monde, c'est parce qu'on a des policiers, 15 000 policiers engagés, dévoués, qui connaissent bien leur travail, qui sont prêts à le faire. Puis ce sont eux qui nous protègent contre la violence armée, contre les criminels, contre la violence en tout genre, qui protègent nos enfants, qui protègent nos personnes vulnérables, qui gardent nos rues pour qu'on puisse dormir l'esprit tranquille. Donc, c'est très important de soutenir le travail de nos policiers. On a, au sein de pratiquement tous nos services de police, ou presque,
des projets qu'on a financés de ressources dédiées aux victimes de violences conjugales, aux victimes d'agressions sexuelles. Au départ, on avait quelques services de police qui faisaient ça et on a dégagé des sommes, on en a parlé avec eux, on a dit que ça serait bien que tout le monde ait des policiers, des policières dédiés à ce type de problématique-là parce que c'est particulier, c'est complexe et ça leur permet de développer une expertise puis de devenir un peu les pros de ça. Puis là, la victime se sent mieux, tout le monde est gagnant encore une fois. Et presque tous nos services de police maintenant ont des ressources dédiées pour les victimes de violences. Moi, je pense qu'il n'y a jamais un gouvernement qui en a fait autant pour protéger les femmes et pour lutter contre la violence qui est faite aux femmes. On est à près d'1 milliard en investissement depuis 4 ans. Juste ça en soi, c'est inédit. Mais c'est pas juste de l'argent pour de l'argent ou des conférences de presse pour des conférences de presse. C'est des mesures hyper concrètes. Et je vais oser le mot révolutionnaire. Puis là, je pense à 2 en particulier. Le tribunal spécialisé. Ça, on parle de la violence qui est faite aux femmes, incluant les jeunes. Je vais inclure les jeunes là-dedans parce qu'il y a beaucoup de jeunes femmes. L'exploitation sexuelle, le proxénétisme, ça touche beaucoup de jeunes femmes qui deviennent littéralement des esclaves sexuels. Pour des hommes plus ou moins jeunes dont elles considèrent que c'est leur amoureux. Puis il y a toute une dynamique pernicieuse autour de ça qui font que les jeunes filles se font engluer là-dedans. Donc ça nous brise le cœur. Alors, l'exploitation sexuelle des mineurs, mais même des majeurs, mais notamment des mineurs. Puis la violence qui est faite aux femmes, tout ce qui est violence conjugale, agression sexuelle. Donc le tribunal spécialisé qu'on a mis en place qui fait suite à une commission qui avait eu lieu. Et ça, il n'y a pas de comparable dans le monde. On va être la première nation à mettre en place un tribunal spécialisé où toutes les personnes qui sont parties prenantes du continuum de services judiciaires autour d'une victime de violence conjugale ou d'agression sexuelle vont recevoir une formation pour faire en sorte qu'enfin, le système de justice va être adapté aux victimes, que ça va être moins pénible de dénoncer, puis qu'une fois que tu as dénoncé, puis que tu as eu le courage de passer à travers le système, bien, tu vas être dûment accompagné par des gens qui vont comprendre ta situation. Ça va rester pénible, évidemment, parce qu'on peut pas s'imaginer ce que ces femmes-là et ces jeunes-là vivent, mais au moins, le système va être mieux adapté aux victimes. Fait que ça, c'est révolutionnaire. Deuxième chose, le bracelet anti-rapprochement, sur lequel j'ai travaillé, qu'on a implanté, qu'on est en train d'implanter d'ici 2023 partout au Québec. Ça, on est la 7e nation sur la planète à utiliser le bracelet anti-rapprochement, qui fait qu'un contrevenant qui a fait de la violence conjugale va porter une partie du bracelet et sa victime va avoir une application qui fait qu'il y a une géolocalisation permanente. Donc, les victimes de violences conjugales qui déjà ont été prises dans l'enfer de la violence conjugale, qui des fois dure depuis des mois, des années, violence physique, violence psychologique, qui ont eu le courage de dénoncer, souvent cet homme-là va être un peu va aller en prison, va ressortir, ou sera pas nécessairement en détention, mais va être judiciarisé, remise en liberté, etc. Donc, à toutes les étapes de judiciarisation maintenant, il est possible que ces hommes-là portent un bracelet, se voient imposer le port d'un bracelet, ce qui fait que la femme qui jusqu'à l'an dernier, vivait dans la hantise permanente, qui ressorte, qu'elle ne sache pas, qu'il la retrouve, même si elle déménage, il la retrouve encore, avec ce bracelet-là, elle sait qu'elle peut vivre en paix. S'il s'approche trop près, ça sonne, les policiers arrivent. C'est automatique. Donc, quand on dit que c'est un outil de prévention de la récidive et que ça sauve des vies, ça sauve littéralement des vies. Donc, c'est la reconquête de la paix d'esprit pour les victimes de violences conjugales. Ça aussi, c'est inédit. Il n'y a aucun gouvernement avant. Le bracelet anti-rapprochement, il existe depuis le début des années 2000 dans le monde. Il y a des gouvernements qui l'avaient vaguement regardé, mais avec aucune réelle volonté de le mettre en place. Nous, on est allé de l'avant, on a demandé une étude, et dès que j'ai eu mon étude, on est allé de l'avant et on l'implante d'ici décembre 2023 partout au Québec. Et pour avoir parlé à ces femmes-là qui ont accepté de porter le bracelet, toutes se disent apaisées. Alors, moi, je pense que c'est une belle victoire. Les enfants, ça touche tout le monde. Puis peu de temps après notre arrivée au gouvernement, il y a eu le décès de la fillette à Granby, qui a été un énorme traumatisme national, qui a été, si vous me passez l'expression, un wake-up call, si on en avait besoin d'un autre, parce que malheureusement, c'est pas le premier enfant qui décédait dans des circonstances là, innommables. Donc, on s'est mis en action rapidement et on a mis sur pied la commission Laurent. Et quand je dis on s'est mis en action, non seulement on a mis en place la commission, mais ça, des fois, les commissions, tu sais, ça finit plus, il y a des rapports, on fait pas grand-chose avec. Mais là, le rapport était même pas encore... La commission était même pas terminée, le rapport était même pas complètement sorti, finalisé, que déjà, on mettait en place des recommandations, des suggestions de la commissaire Laurent. L'objectif général, c'est vraiment de décloisonner tous les secteurs qui
à une étape ou à une autre de la vie de nos enfants, pourraient avoir un rôle crucial à jouer dans leur protection. Tu sais, d'enlever les cloisons entre le réseau de la santé, nos écoles, la DPJ, les services de garde éducatifs à l'enfance. Il faut que toutes ces personnes-là, tous ces professionnels-là qui gravitent autour de nos enfants, s'ils sont témoins de quelque chose, quelle que soit l'étape de vie à laquelle ils font la connaissance de nos enfants, puissent se parler entre eux, puissent alerter les autorités concernées, puis qu'enfin, on mette fin à des situations où on voit qu'un enfant, pendant 2 ans, 3 ans, 4 ans, même des fois plus longtemps, à travers 2, 3 réseaux différents, a été laissé un petit peu à lui-même, puis qu'il n'y a personne qui a été capable de signaler ou de transmettre aux uns aux autres l'information sensible en temps utile pour protéger cet enfant-là. Tu sais, c'est un de nos grands réseaux, tu sais, la protection de la jeunesse, le réseau scolaire d'éducation, le réseau de la santé, le réseau des services de garde éducatifs à l'enfance. Ce sont tous des réseaux qui ont manqué de beaucoup d'amour et d'investissement dans les dernières années, qui ont fait les frais des coupures d'un précédent gouvernement. Donc, c'est nécessaire de réinvestir massivement dans ces grands réseaux-là, et celui de la jeunesse, je dirais, d'instinct pour nous, pour notre premier ministre, ça a été une priorité. Donc, on met en place une réforme de la protection de la jeunesse qui est un autre chantier qu'on aimerait pouvoir compléter si on a la chance de former à nouveau le gouvernement par mon collègue Lionel Carman, qui est la personne idéale pour mener à bien ce chantier-là, qui est incontournable dans une société occidentale suffisamment riche pour être capable de prendre soin de ses enfants. L'exploitation sexuelle des mineurs, l'exploitation sexuelle de nos jeunes, ça aussi, c'est un traumatisme national, puis c'est devenu une priorité nationale parce que c'est un problème que ça fait longtemps qu'il existe. Notre collègue Lise Lavallée, députée de Repentigny, elle, ça fait des années qu'elle travaille là-dessus, qu'elle nous alerte là-dessus, qu'elle nous sensibilise, qu'elle documente cette problématique-là, puis qu'elle dit il faudrait qu'on puisse faire quelque chose. À l'époque, on était dans l'opposition. Donc, quand on a eu la chance de former le gouvernement en 2018, Lise est revenue à la charge. Elle dit là, on est au gouvernement, on a la chance de pouvoir faire quelque chose. Donc, on a mis sur pied une commission, la commission spéciale contre l'exploitation sexuelle des mineurs, une commission qu'on appelle transpartisane. Donc, il y avait des membres du gouvernement, mais il y avait des députés de tous les partis qui sont représentés à l'Assemblée nationale, parce que ça se voulait pas un exercice politique. C'était un exercice où on va plonger à fond dans cette problématique-là de voir que des jeunes se font exploiter par d'autres jeunes souvent ou des jeunes hommes un petit peu plus vieux qui vendent leurs services sexuels pour eux se faire de l'argent et qui, ces filles-là, se pensent dans une relation amoureuse, donc une espèce de dépendance affective malsaine. Des fois, il y a de la toxicomanie qui s'installe, il y a tout ça. Donc, alors, on est allé de l'avant avec cet exercice-là, la commission transpartisane, à laquelle participait Lise, qui a été successivement présidée par Yann Lafrenière, mon collègue Yann Lafrenière, qui est un ancien policier, qui lui aussi a ça à cœur depuis longtemps. À l'époque, il travaillait au service de police de la Ville de Montréal et il avait participé à la mise sur pied de certaines initiatives là, pour entourer les victimes et tout ça. Donc lui, ça fait longtemps aussi qu'il a ça à cœur. Par la suite, il a quitté comme ministre responsable des Affaires autochtones. Donc ma collègue Lucie Lecourt a pris le relais de la présidence de la commission. Mais quand la commission a accouché de son rapport, 58 recommandations, j'ai été mandatée par notre premier ministre pour donner suite à ce rapport-là. On disait tout à l'heure, les commissions, des fois, il y a des rapports, des recommandations, c'est tabletté, ça donne rien. Bien, encore là, on a mis en œuvre 56 des 58 recommandations dans un plan d'action, 150 millions qu'on est allé chercher aussi en budget pour mettre de l'avant ces recommandations-là puis poser des actions pour les victimes. Parce que, tu sais, l'exploitation sexuelle des mineurs, au-delà de cette expression-là théorique, c'est quoi? C'est nos jeunes filles qui se font embarquer dans des relations amoureuses malsaines et qui finissent par devenir des esclaves sexuels. Et tout le monde se rappelle de la série Fugueuse qu'on a eue au Québec, la série Fugueuse. Tout le monde, ou presque, a regardé ça. Plusieurs ont regardé ça avec leurs enfants, avec leurs filles, mais même avec nos fils, parce que oui, il y a une esclave sexuelle, mais il y a un proxénète aussi, là. Donc, tant nos filles que nos fils doivent être sensibilisés à ces dynamiques-là, à l'importance des rapports égalitaires, des relations amoureuses saines pour éviter de tomber dans ces pièges-là. J'ai bonifié l'équipe qui existait déjà intégrée de lutte contre le proxénétisme, qui s'attaque justement aux proxénètes et qui libère les victimes des griffes de ces proxénètes-là. Et moi, quand je suis arrivée comme ministre de la Sécurité publique, une des premières rencontres, sinon la première rencontre que j'ai eue avec la Sûreté du Québec, on était au quartier général de la Sûreté à Montréal, sur Partenay, et on a passé à travers un certain nombre de sujets, et à un moment donné est venu sur le sujet la pédophilie, toute cette question-là d'exploitation sexuelle, et là on m'a montré une carte du Québec sur laquelle il y a en temps réel des points rouges. Et les points rouges signifient qu'il y a une personne qui est au minimum en train de regarder, de consommer de la pornographie juvénile, voire d'en distribuer ou d'en produire. Quand j'ai vu cette carte-là et que j'ai vu à quel point il y a beaucoup de gens
qui sont dans ce fléau-là. J'ai dit, il faut mettre des moyens supplémentaires. Donc, en plus de tout ce qu'on a mis en œuvre à la suite de la commission, les 56 des 58 recommandations, on a créé aussi une complète nouvelle escouade de policiers à la Sûreté du Québec en collaboration avec d'autres corps de police qui sont des gens qui sont 100% du temps dédiés à traquer des pédophiles sur le web. Des gens qui produisent, distribuent, consomment de la pornographie juvénile en ligne. Et malheureusement, il y a beaucoup de gens qui font ça. Alors, d'entre tous, l'idée, c'est de cibler ceux qui produisent et donc qui souvent détiennent des enfants chez eux pour produire cette pornographie juvénile. Et nos policiers les traquent, les arrêtent et les empêchent de nuire. Et ce faisant, à l'occasion, sauvent aussi des enfants en même temps. Si on a une autre grande humaniste à la Coalition Avenir Québec, c'est bien Marguerite Blais, qui, elle, a passé sa vie à se dévouer pour nos aînés, pour les proches aidants, a elle-même été proche aidante. Et c'est une femme extraordinaire qui est revenue en politique avec nous pour s'occuper de la cause des aînés et qui, entre autres choses, a renforcé tout ce qu'on avait comme réglementation autour de la maltraitance envers les aînés. Parce que même si ça blesse l'entendement pour le commun des mortels, pour vous et moi, de penser qu'on puisse s'attaquer à nos aînés, malheureusement, ça existe. Il existe de la violence, de la maltraitance envers nos aînés, physique, psychologique. Il existe du chantage affectif. Il existe de la manipulation. Il existe de l'agressivité, de la maltraitance financière, soutirer de l'argent à ses parents, ses grands-parents, qui sont des fois dans des conditions cognitives qui font en sorte qu'ils sont pas en plein contrôle de leurs moyens ou qui sont justement vulnérables. Alors tout ça, ça n'a pas de bon sens. Donc il faut, encore une fois, comme société occidentale, suffisamment riche pour s'occuper de son monde, s'assurer qu'on a des mécanismes pour éviter, prévenir cette maltraitance-là et si malheureusement elle survient quand même, s'assurer de sévir puis d'avoir des sanctions à la hauteur de la gravité de l'offense. Donc ça aussi, ça a été un chantier très important. La protection de nos aînés depuis les 4 dernières années, beaucoup grâce à Marguerite Blais. Puis tu sais, quand je dis qu'on est une société occidentale suffisamment riche pour prendre soin comme il faut de nos enfants, de nos aînés, de nos femmes, c'est pas dans le sens qu'un pays moins riche s'occupe moins bien de son monde, s'occupe moins bien de ses enfants, des femmes, des clientèles vulnérables, pas du tout. Ce que je veux dire, c'est que ici au Québec, on est une société suffisamment bien nantie, on a les moyens de s'occuper de nos enfants, de nos parents, de nos grands-parents. Alors, on n'a pas d'excuse pour pas le faire. On essaie de toujours investir suffisamment en prévention pour éviter de devoir investir en répression. Parce qu'à un moment donné, si tu prends juste la séquence économique de ça, tu investis $1 en prévention, souvent, tu vas économiser le même dollar et plus en répression. Parce que, tu sais, si tu investis pour un travailleur de rue qui va peut-être éviter à 3 personnes de sombrer dans la délinquance, bien là, tu évites tous les coûts de système judiciaire, d'avocats, de détention potentielle, de réhabilitation, de réinsertion, etc. par la suite. Donc, sur un plan strictement économique, c'est rentable. Mais le plus important, c'est sur le plan humain. Donc, on essaie toujours d'investir dans les 2 volets, mais il y a des situations où les gens ont besoin de sentir qu'on est capable de sévir, ont besoin de voir les policiers dans les rues, ont besoin de savoir qu'il y a du monde qui surveille puis qui s'assure de leur sécurité, puis que quand il y a des contrevenants, quand il y a des bandits, quand il y a des meurtriers, ben les polices vont les arrêter, sont capables de sévir, on est capable de les mettre en prison, puis, tu sais, les sanctions sont à la hauteur des crimes. Donc, tu sais, c'est les deux. Les gens ont besoin de savoir que le système de justice puis le système policier sont efficaces puis sont capables de lutter contre le crime puis de sanctionner les contrevenants. Le système au complet de justice, policier, justice, correctionnelle, est basé sur une philosophie aussi où on donne une deuxième chance. Tu sais, la réinsertion, la réhabilitation. Donc, on arrête les gens, ils sont en détention, ils ressortent de prison. Et là, ben, on se dit, on va essayer de faire en sorte de les réhabiliter. Donc, encore là, ça prend de l'argent pour des maisons de transition, pour des accompagnants, pour des suivis de thérapie, etc., dans l'espoir qu'ils récidivent pas. On en revient toujours à ça. Mais quand il faut sévir, on sévit. Puis c'est pour ça que c'est important de soutenir nos policiers, parce que quand il y a un problème, que ce soit quelqu'un qui vient de sortir de prison ou quelqu'un qui est à risque de peut-être y aller, on appelle nos policiers, puis on a besoin de savoir qu'ils vont débarquer chez nous. Et en ce moment, on a cette chance-là au Québec. Donc, remercions et soutenons nos policiers. Puis il vient des moments dans une société, puis je pense en ce moment à ce qui se passe dans le Grand Montréal avec la question de la violence armée, les armes à feu en circulation, qui malheureusement trop souvent
sont possédés puis utilisés par des jeunes, d'ailleurs, des jeunes criminalisés. Là, on est dans un moment où on a besoin d'être en mode répression, où les gens ont besoin de voir et de savoir que nos policiers sont capables de sévir, d'arrêter ces gens-là, puis de les faire mettre en prison. Et là, on est exactement là-dedans grâce à l'opération Centaure qu'on a annoncée le 24 septembre dernier. On a mis 140 millions dans cette opération-là, Centaure. En date du début du mois d'août, on était à près de 400 armes à feu qui ont été saisies, 426 arrestations. Donc ça, c'est très important parce que quand tu arrêtes une personne, ben les armes à feu, souvent, partent avec elle. Puis souvent, ben tu vas avoir peut-être les acolytes, les partenaires et tout ça. Tu sauves des victimes potentielles de ces gens-là. Alors, les policiers sont vraiment, vraiment en action. Puis ça, c'est important aussi, là. Tu sais, à un moment donné, les gens, on paye des impôts. Il y a des policiers dans nos rues. On a besoin de savoir qu'ils font le travail et nos policiers, ils font le travail. Il faut être derrière eux. Donc ça aussi, c'est très important, ce message de soutien. Puis les investissements qu'on fait en répression pour, à un moment donné, mettre les criminels dans nos prisons. De plus en plus, on va vers une police de proximité. L'idée, c'est d'avoir des policiers dans nos rues, pas juste justement pour arrêter au moment où survient un crime, arrêter la personne qui commet le crime, mais développer ce lien-là de confiance dans certains milieux en particulier plus à risque. Puis maintenant, si vous vous promenez dans certains quartiers de Montréal, vous allez voir plusieurs policiers qui sont pas dans des autopatrouilles, là. Ils sont à pied, ils sont en vélo, des fois ils sont en moto, puis ils sont là, puis ils jasent, puis ils sont juste là au coin de la rue, puis à un moment donné, c'est toujours le même policier. Il finit par connaître les jeunes, les gens qui habitent autour, puis ça développe une meilleure relation. Puis si on est capable de sauver certaines personnes, parce qu'il y en a qui vont avoir eu le réflexe puis l'envie d'aller parler aux policiers, d'aller peut-être demander de l'aide, parce qu'ils vont avoir développé cette relation-là, bien, on est gagnant sur tous les plans. C'est un peu ça, la police de l'avenir aussi. Tu sais, sur les 4 dernières années, un des gros chantiers qu'on a mené aussi, c'est toute la modernisation de nos organisations policières. Un virage de proximité, un virage humanitaire, puis un virage aussi dans la formation, dans le profil des policiers. Tu sais, est-ce qu'on pourrait pas engager éventuellement, puis là, on le fait un peu à travers les équipes mixtes, on jumelle, par exemple, des travailleurs sociaux avec des policiers, parce que, comme je disais tout à l'heure, les policiers arrivent sur des appels de santé mentale. Ils sont pas thérapeutes, les policiers. C'est pas un problème de sécurité publique. C'est une personne, par exemple, qui se désorganise ou qui a pas fait son suivi auprès de son médecin, qui a pas pris sa médication, des choses comme ça. C'est pas un policier qui peut régler ça. Donc là, on fait des équipes mixtes. On adjoint aux policiers des ressources plutôt psychosociales. Ça fonctionne très bien. On a de plus en plus de corps de police qui le font, mais éventuellement, est-ce qu'on pourrait pas avoir des profils de policiers plus civils? Est-ce qu'on pourrait pas diversifier un peu le profil des gens qui forment nos corps de police? On le fait en ce moment avec l'UPAC, l'Unité permanente anticorruption. Il y a beaucoup de choses à faire pour moderniser nos organisations policières, mais ça aussi, c'est une voie sur laquelle on est résolument engagé, pour laquelle on a déjà mis des sommes. Si on a la chance de former le gouvernement 4 ans de plus, c'est un autre chantier sur lequel on va pouvoir continuer d'avancer pour toujours mieux protéger les Québécois. Depuis 4 ans, sécurité publique, on en a fait beaucoup, à la fois en termes d'investissement que de modernisation, comme j'ai expliqué. De l'insécurité, il y en aura toujours, mais je réitère qu'on a la chance de vivre dans une des sociétés les plus sécuritaires en Amérique et probablement dans le monde. Et ça, c'est parce qu'on a des vaillants policiers, avec une foule de partenaires, il faut dire, mais qu'on a un système policier, un système judiciaire capable de nous protéger. Alors encore une fois, soyons reconnaissants. Est-ce que c'est parfait? Non. Il reste des choses à faire pour être de plus en plus moderne puis toujours mieux protéger les Québécois, que ce soit en affaires policières, que ce soit en prévention des sinistres. On n'en a pas parlé, mais toute la question des changements climatiques amène le fait qu'il peut y avoir des fois des sinistres, des événements qui mettent en péril la sécurité civile, la sécurité de nos citoyens. Donc ça aussi, c'est un front important sur lequel on a fait beaucoup d'investissements, mais il reste des choses à faire. Il y aura toujours beaucoup de choses à faire en sécurité publique, parce que je l'ai dit dès le début, puis je vais conclure là-dessus. S'il y a une chose qui est fondamentale dans la vie, c'est bien notre sécurité, parce que c'est le socle sur lequel repose tout projet de vie, tout rêve dans la vie, le fait de fonder une famille, choisir un endroit où s'installer, avoir une carrière, avoir des projets, puis être heureux dans la vie. Tu as besoin de ce sentiment de sécurité. Donc, si on a la chance de former le gouvernement pour un autre 4 ans, on va assurément en faire encore et toujours plus pour la sécurité des Québécois.